Mesdames et messieurs les vice-présidents, maires, conseillers délégués qui m'entourent, chers amis, monsieur le secrétaire général, madame la sénatrice, chère Colette, monsieur le sénateur, cher Arnaud, mesdames et messieurs les conseillers régionaux, départementaux, cher Denis, je n'ai pas vu Nathalie, mesdames et messieurs les maires, adjoints aux maires, conseillers municipaux, chers collègues élus communautaires, madame la présidente du tribunal de grande instance, madame la procureure, mesdames et messieurs les officiers et sous-officiers, monsieur le directeur départemental de la sécurité publique, mesdames et messieurs les fonctionnaires de l'État, de la région, du département, des communes, des intercommunalités, mesdames et messieurs les représentants des chambres consulaires, mesdames et messieurs les présidents d'associations, représentants des entreprises, mesdames et messieurs les membres du personnel de la communauté d'agglomération. Ils croyaient qu'on allait les oublier. Hein. Mesdames et messieurs, chers amis, comme beaucoup l'ont rappelé lors de leurs vœux, et monsieur le président du département, hein, je crois que j'ai oublié de le citer. Voilà. Cher Patrick, comme beaucoup l'ont rappelé lors des vœux de nos communes, les vœux de 2019 revêtent un caractère tout particulier parce qu'ils marquent la dernière ligne droite de notre mandat. L'an prochain, comme vous le savez, de nouvelles élections municipales et donc communautaires auront lieu, et avec elles, des collègues élus, des amis, céderont leur place, soit du fait d'une défaite, que je souhaite évidemment les moins nombreuses possibles pour nous, pour notre territoire, soit... Il m'a dit, regarde là-bas. Soit par choix. En effet, comme vous le savez, 2 de nos maires ont déjà fait connaître leur volonté de ne pas se représenter. Je pense tout d'abord à Bernard Fabre, maire de Boissette, conseiller communautaire délégué à la mobilité, à qui nous devons tant d'avancées en matière de transport en commun. Je reviendrai là-dessus. Je pense aussi à Pierre Herrero, maire de Volpénil, vice-président en charge de la culture et des sports. Et lors d'une cérémonie très émouvante, samedi dernier à Volpénil, Pierre a confirmé son retrait dès les prochaines semaines de la vie politique. Je tiens donc à lui rendre hommage. L'estime personnelle que je lui porte me pousse à le faire, mais aussi le bilan de son action dans les 2 domaines qu'il gérait. En quelques années, la politique culturelle et sportive, également portée par Joël Noto, qui est là, et Noël Boursin, qui n'est pas loin, il est juste à côté de Joël, a pris une toute nouvelle ampleur. Je voudrais le souligner. Ils ont vraiment beaucoup travaillé. La programmation culturelle, la plaquette commune, la billetterie communautaire, l'extension des concerts interlycées à de nouveaux établissements. Ce sont tous ces éléments qui permettent d'année en année de voir la fréquentation de l'ensemble de nos établissements culturels augmenter. Plus 8% l'année dernière, ce qui est énorme. Donc merci pour ce que vous avez fait dans le domaine culturel. Mais il y a aussi le sport. Qu'est-ce qu'on a fait dans le domaine sportif? Extension de Sport Passion aux nouvelles communes, les communes qu'ils ont rejointes. Nouveau contrat d'objectifs du Cercle d'Escrime. Et je rends hommage au Cercle d'Escrime qui nous a permis de négocier dans de très bonnes conditions. Chacun y a mis du sien. Et ce n'est pas toujours simple. Et le président de l'agglomération sait que les négociations, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Mise en place d'un soutien aux équipes de niveau national et aussi aux athlètes de haut niveau individuels. Fonds de concours de 3 millions d'euros pour réhabiliter les salles, toutes les salles multisports de la communauté d'agglomération. Autant de sujets portés par cette équipe et qui contribuent à faire dans ce domaine une véritable politique communautaire. Et c'est le bon niveau de gestion des sports et de la culture. Je sais aussi que les Pénivauxois regretteront leur maire. 2019 est l'occasion d'un bilan.
ou plutôt d'un point d'étape, tant les dossiers que mène l'agglomération sont des dossiers structurants. Née il y a 17 ans maintenant, la communauté d'agglomération Melun-Val de Seine n'a pris toute sa place que très récemment, à la faveur notamment de ses extensions de périmètre en 2016 et 2017, à la faveur aussi de tous les transferts de compétences. Je vais en citer quelques-uns. Politique de la ville en 2015, zone d'activité économique en 2016, tourisme en 2017, programme de réussite éducative en 2018 et bientôt l'eau en 2020. Mais aussi, cette extension, cette prise de possession de ces moyens, nous le devons à la volonté politique de l'exécutif communautaire qui m'entoure. Un simple chiffre permet d'illustrer la forte dynamique dans laquelle s'inscrit aujourd'hui cette communauté d'agglomération. Ce chiffre, c'est 85 millions d'euros. 85 millions d'euros, c'est le total de nos investissements entre 2014 et 2019. C'est 25 millions de plus que sous le mandat précédent. Au-delà de ce chiffre, qui dit bien tout le travail de transformation de notre territoire qui a déjà été effectué, ce sont l'ensemble des sujets que porte la communauté qui ont évolué. La communauté d'agglomération Melun-Val de Seine est aujourd'hui la collectivité locale qui prépare l'avenir de ce territoire. C'est elle qui investit aux côtés du département et des communes pour le futur de chacun de nos habitants. Elle a pris conscience de son rôle en matière d'aménagement du territoire et de mobilité. Elle a pris conscience de ce rôle et elle n'hésite plus à peser de tout son poids dans ces domaines. C'est ce que nous avons fait lors de l'adoption du contrat d'intérêt national en mars 2017, ce fameux CIN, qui détaille tout le programme de la communauté dans ce domaine. Lors de négociations longues, difficiles, avec l'État, le département, mais aussi certaines communes de notre communauté, j'ai fait inscrire noir sur blanc les avancées majeures que nous souhaitions pour notre territoire en matière de déplacement. Et je souhaite m'attarder quelques instants sur cette thématique. Dès ce moment, nous avons clairement exprimé notre volonté d'une décongestion du cœur de l'agglomération. Pour la première fois, nous avons affirmé par écrit la nécessité d'inscrire la réalisation du TZN dans le cadre plus global d'une amélioration de la circulation par la voie d'un contournement et de franchissement. Cette position, je l'ai défendue auprès de l'ancien préfet Jean-Luc Marx, et elle est la seule position qui ait jamais été exprimée, car c'est la seule qui vaille pour notre territoire. C'est d'ailleurs pourquoi, lors du premier comité de pilotage du CIN, l'étude pour la réalisation du pont Hamon, l'étude d'opportunité, de faisabilité, de dimensionnement d'un parc relais au nord de Melun, avec la mise en place du TZN2, ainsi que l'étude de contournement de l'agglomération melunaise, furent les premières à être lancées. Ce sont les premières étapes du contrat d'intérêt national. Aussi, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, si je ne m'étonne pas de la décision, même brutale, de la suspension du TZN2, je regrette les conséquences qui dépassent très largement le seul TZN. Ces conséquences, elles sont d'abord financières. La communauté d'agglomération et la ville de Melun ont engagé des frais très importants liés aux aménagements permettant d'accueillir le TZN. Il est impensable qu'en matière de dépenses publiques, ces frais aient été faits en pure perte aux dépens du contribuable. Il y aura donc matière à négociation avec le maître d'ouvrage. Par ailleurs, le TZN était également un pilier important d'autres projets structurants. Le pôle d'échange multimodal, l'écoquartier, le NPNRU, le dispositif Action Cœur de Ville. Dans ces différents dossiers, le département a pris des engagements en matière d'aménagement. Je pense au boulevard urbain, je pense notamment au rond-point de Bourgard, je pense à la desserte de l'écoquartier, je pense à la pérennité du Citalien, je pense à l'accompagnement de nos commerçants.
Il est impensable que ces engagements ne soient pas tenus ou qu'ils soient gelés pour 6 ans. Nous prenons acte de la décision du département, mais nous ne pouvons pas rester les bras ballants. Si le tracé par le centre-ville est abandonné, ce dont je ne peux que me féliciter, parce que cela répond à une demande des commerçants de Melun, et que la ville de Melun, par la voix de Gérard Millet, mon prédécesseur, fut la première à soulever le risque de congestion, je ne peux me résoudre à ce que le TZN ne fasse que s'arrêter à l'hôpital. La liaison avec la gare de Melun est fondamentale pour équilibrer les déplacements au sein de notre cité. Je réunirai donc dans les plus brefs délais tous les acteurs de ce dossier pour retravailler cette liaison qui, avec l'installation de la faculté de médecine dans le quartier gare, est un instrument d'attractivité essentiel de notre territoire. Dans la même veine, nous avons définitivement lancé le réaménagement du pôle gare. En 2018, la concertation préalable a été menée et un scénario préférentiel a été adopté. Sur cette base, un schéma de principe est en cours d'élaboration. Et même si le calendrier doit encore être accéléré, notamment en matière d'accessibilité de la gare, je réunis d'ailleurs tous les acteurs du dossier avec les associations le 6 février prochain, ce projet est lancé et rien ne l'arrêtera plus. C'est un élément majeur de la mobilité et de l'attractivité sur notre territoire. Par ailleurs, la communauté n'attendra pas la fin des travaux pour améliorer la multimodalité du site. Dès 2019, nous installerons des consignes à vélo de part et d'autre de la gare, avec un atelier de réparation, et après une concertation que nous mènerons avec les commerçants, une conciergerie, conformément à leurs souhaits. Depuis 2014, la communauté travaille ardemment à perfectionner la mobilité. Elle a beaucoup agi sur Mélibus et investit désormais le TAD, le transport à la demande, puisque dès cette année, certaines communes de la communauté bénéficieront de ce service, qui est plus adapté dans ce cas-là, pour les petites communes, que des lignes régulières, qui coûteraient trop cher. Enfin, 2019 sera l'année de la mise en service de la police intercommunale des transports, pour laquelle nous sommes en plein recrutement. Avec le démarrage du transport à la demande que j'évoquais, les policiers de cette nouvelle police, vous avez pu voir une voiture de police à l'entrée, c'est ça la police des transports, pourront intervenir dans l'ensemble de nos communes. Cette police apportera, par sa simple présence, une sécurité supplémentaire, notamment dans les bus et aux arrêts. Cette police constitue le premier pas vers une police intercommunale tout court qui pourra agir avec les mêmes pouvoirs sur l'ensemble de notre territoire. C'est un objectif que je compte porter lors du prochain mandat. Nous poursuivons également notre route en direction des 3 grands objectifs que j'ai proposés au début du mandat et qui structurent toute notre action sur ce territoire. D'abord, le développement économique. À Villaroche, évidemment, avec les 2 axes que la communauté a montés et qui font le plein. 2018 fut le temps des nouvelles implantations. Zodiac Aerospace, Firalp. 2018, ce fut aussi la signature de l'installation future du siège du MEDEF 77. Et je salue une nouvelle fois le président, auquel je rends hommage, parce qu'il a compris que Villaroche était un lieu d'attractivité et était le lieu du futur économique de notre territoire. 2019 sera aussi à la hauteur, puisque de nouvelles implantations sont déjà à l'ordre du jour, avec les sociétés EOS et Agilis, et une 3e très grosse entreprise qui va venir s'installer. Entre 2018 et 2019, ce sont près de 1000 emplois supplémentaires, qualifiés et non qualifiés, qui viendront s'installer à Villaroche. Un centre de formation tout à fait original, financé sur des fonds européens, ouvrira aussi sur le site au premier semestre 2019. Il est organisé en tenant compte des demandes des entreprises, des demandes de certaines qualifications rares. Chaudronnier, par exemple. Il n'y a plus de chaudronniers dans ce pays. Et l'aéronautique en a besoin. Et donc, nous allons mettre en place ce centre et il sera mis en fonctionnement dès le premier semestre. Ce renouveau auquel nous avons travaillé est également illustré par le classement de Villaroche comme territoire d'industrie.
En effet, le 22 novembre 2018, devant le Conseil national de l'industrie, le Premier ministre a sélectionné 124 territoires d'industrie pour l'ensemble du pays. Ces territoires d'industrie recevront des moyens supplémentaires en toute priorité. 1,3 milliard d'euros sont mis sur la table. Villaroche en fait partie. J'espère qu'on aura le plus gros morceau. Le développement économique, c'est aussi la requalification et la montée en gamme des zones d'activité économique, puisqu'elles nous ont été transférées. C'est aussi l'hôtel des artisans, inauguré dans ce mandat, et aujourd'hui quasiment plein. Merci. Parce qu'au début, personne n'y croyait. Et bien voilà, l'hôtel des artisans, ça fonctionne. C'est aussi le centre d'affaires, l'atelier Adam-Marie à Melun, qui accompagne aujourd'hui et prochainement au mai, qui accompagne déjà aujourd'hui près de 100 porteurs de projets dans les secteurs les plus divers: transport de marchandises, boxe ludique, graphisme, assurance, stylisme, production musicale. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir M. Koulibaly, accompagné par l'atelier, et qui est l'un des traiteurs qui animera la soirée. Toutes mes félicitations. On peut l'applaudir. Le deuxième axe que j'avais annoncé, c'est le développement universitaire. Eh bien, la faculté de médecine arrive. Depuis plus de 3 ans, malgré les péripéties, nous n'avons jamais lâché ce dossier. Dès mai prochain, les premiers étudiants de PACES de première année de l'Université Paris-Est-Créteil emménageront dans nos locaux. Cette PACES vient compléter l'offre universitaire de santé, et c'est très important pour notre territoire, puisque nous souffrons, comme beaucoup d'autres en France, de désertification médicale. Cette première année ne sera qu'une étape, puisque le projet, c'est l'implantation d'un premier cycle. Aujourd'hui, il y a des licences de santé qui se mettent en place. C'est première année, deuxième année, troisième année. Et surtout, le projet, c'est la négociation de passerelles avec Paris 2 pour éviter que nos étudiants en médecine échouent. 70% des étudiants en médecine échouent en principe. L'idée des passerelles, c'est qu'avant qu'ils n'échouent, on les recycle dans d'autres domaines. Et il se trouve que le président de Créteil est l'initiateur de la réforme. Donc nous allons mettre en place une passerelle entre la nouvelle faculté de médecine et finalement ce qui existe déjà sur notre territoire pour faire un véritable pôle universitaire. En matière, troisième axe, de développement touristique, moi je crois à la vocation touristique de notre territoire. Vaux-le-Vicomte, la forêt de Fontainebleau, le musée de la gendarmerie, nos bords de Seine, la collégiale Notre-Dame, le musée Safran, nos liaisons douces, nos parcs, nos villages, l'aérodrome de Villaroche, les centres-villes parmi les plus beaux du département. Nous sommes au cœur d'un territoire extrêmement riche, bien situé du point de vue touristique, mais nous n'avons pas encore exploité le potentiel. Nous nous sommes dotés d'un instrument, l'Office de tourisme Melun-Val-de-Seine, et des actions spectaculaires ont déjà eu lieu. Le festival Locomotion en fête, plus de 4000 spectateurs. Air Legend, dont les organisateurs sont dans la salle, je les salue, avec plus de 28 000 passionnés. Il a suffi qu'on ouvre, 28 000 personnes sont arrivées. Qui peut dire que ce territoire n'a pas d'avenir touristique? La reprise générale du tourisme en France a profité à Melun-Val-de-Seine. Vaux-le-Vicomte. À Vaux-le-Vicomte, il faut parler d'histoire. Vaux-le-Vicomte a battu son record de fréquentation vieux de 50 ans. C'est la première année qu'il franchisse le chiffre record d'il y a 50 ans. Tout ceci s'explique aussi par la politique mise en place au niveau fluvial. La Seine, c'est quelque chose qu'on a longtemps oublié, ignoré. C'est une richesse. Et donc, on a mis en place, grâce à l'Office du tourisme, le tourisme fluvial. De même, chaque ville ou village est désormais valorisé par l'Office. Les liaisons douces, dont nous allons doubler les capacités en 4 ans, permettront le développement d'un tourisme non polluant, d'un tourisme vert. Aujourd'hui, on parle de tourisme slow, d'un tourisme qui correspond à notre campagne, d'un tourisme qui est attendu aussi par les gens, les citadins qui nous environnent. Enfin, le lancement du plan paysage, le 19 mai prochain, à Blandy-les-Tours, et dans 8 sites simultanément, dans la communauté Melun-Val-de-Seine, et aussi
Brie des rivières et châteaux, sonnera le début de l'opération Grand Site de France, tout au long de la vallée de l'Anqueur. Et je remercie Monsieur le secrétaire général, Monsieur Nicolas Demestre, qui nous a beaucoup aidés, soutenus, épaulés, pour faire avancer ce projet. C'est un objectif majeur pour notre territoire. Bien sûr, beaucoup d'autres politiques sont menées dans la communauté, comme la poursuite du déploiement de la fibre, l'habitat, le règlement de la question des aires de grand passage, l'emploi avec le soutien de MUMVS, le plan de persévérance scolaire, expérimenté depuis septembre, l'application du contrat de ville. Tout cela avec l'appui de fonds européens, grâce à notre cellule Europe qui a été mise en place. Nous sommes désormais reconnus au niveau régional. Avec ces fonds, pour lesquels nous avons monté un service dédié, nous avons déjà pu financer l'atelier à Melun et Damary, la rénovation thermique de la résidence Espace au Mai, des bâtiments Square Ribot et Siegfried et rue Calmette à Melun, ainsi que la construction d'une maison médicale à La Rochette. De nouveaux projets seront financés prochainement. La création d'un pôle ressources et formations au métier d'aéronautique, dont je parlais tout à l'heure. Des formations d'aide-soignantes pour les personnes en situation de précarité. Et encore la construction d'un pôle de santé à Damary. Vous le voyez, notre agglomération est en mouvement. Plus que jamais, elle joue un rôle moteur. Elle revendique son leadership dans ses domaines de compétences. Elle a trouvé sa place. Elle représente, à mon sens, le bon niveau d'administration pour les questions dont elle s'occupe. Tout ce dont je viens de parler est lancé. Tout ce dont je viens de parler se concrétisera dans les mois à venir. Melun-Val-de-Seine redevient un centre de gravité pour la région Île-de-France. Et c'est à cet exécutif communautaire et à ce mandat que nous le devons. Ayons confiance dans notre territoire. Mettons en commun nos forces plutôt que de nous diviser en oppositions factices. Chacun à notre niveau, nous devons être mobilisés pour la victoire de Melun-Val-de-Seine, qui est un territoire plein de ressources et plein de potentiel. Potentiel qui est d'ailleurs exprimé par des entrepreneurs de talent, comme Bertrand et Sabrina Jacquelot, qui, outre la reprise d'un établissement culinaire maintenant bien connu en face de la mairie de Melun, le Bistrot Français, sont à l'origine du cadeau avec lequel vous repartirez ce soir. La Magicale, une petite carte aimantée qui permet de faire le plein de carburant sans tenir le pistolet. Ils ont été récompensés au concours Lépine. Voilà l'inventivité de notre territoire, très concrètement. Voilà pourquoi j'ai souhaité mettre en avant la politique de la ville aussi, qui a lieu ici. Nous avons parmi nous ce soir une dizaine de créateurs venus de l'atelier. Ils sont dans les stands. Et dans le couloir qui vous a permis d'accéder à cette salle, nous avons disposé des photos retraçant à grands traits les événements phares de cette année en matière de politique de la ville. La pièce de théâtre Djihad, soutenue par l'État et qui a connu un vrai succès. Les Lumières de la paix, célébrant le centenaire de la Grande Guerre, organisée par le département, et je salue l'initiative de Patrick, et pour lequel plus de 400 bénévoles de nos quartiers ont participé. La fresque présentée au Santé Pôle, dans le cadre du dispositif Nos habitants ont du talent. Des ateliers du programme de réussite éducative, pour justement développer l'estime de soi, qui est une condition de la réussite, et la remise en ordre de l'ensemble de nos quartiers. Je tiens aussi à remercier tous les agents de la direction politique de la ville, de la communauté, notamment sa directrice, Céline Audibert. On peut l'applaudir. Et je conclurai ces vœux en remerciant l'ensemble des personnels communautaires, en particulier ceux qui ont organisé cette soirée et transformé ces ateliers du millénaire en salle des fêtes de la communauté. Martine, Antoine, Thierry, Steve. Bonne et heureuse année à toutes et à tous et vive Melun-Val-de-Seine!